Alors on va rapidement commencer par deux petites présentations qui vont présenter un petit peu le contexte de ce colloque et en particulier le contexte à la fois ici du côté INREA de l'équipe Flowers et puis du côté EPFL Mopsia Stéphane le contexte suisse. Et en fait, pour présenter ce contexte, je me suis dit qu'il pouvait être utile de faire un petit clin d'œil historique à nos arrière-grands-parents. On parle aujourd'hui d'éducation, on va parler pendant ces 2 jours beaucoup d'éducation par le faire, par l'expérimentation, par la démarche d'investigation. Laisser l'enfant découvrir sa propre initiative un certain nombre de concepts scientifiques. Ce sont des idées qui ne sont pas du tout neuves, qui sont même assez anciennes. Au 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y avait déjà un certain nombre d'expérimentations et de penseurs qui réfléchissaient. Il y avait des philosophes comme John Dewey, par exemple. Il y avait des expérimentateurs de l'éducation comme Maria Montessori et puis un certain nombre de collègues à différents endroits. Et à cette époque-là, c'était encore relativement peu basé sur des fondements scientifiques. Et les fondements scientifiques, on va les chercher où quand on parle de l'éducation? On va les chercher évidemment dans l'étude du développement cognitif de l'enfant, dans la manière dont il grandit, dont il apprend des savoir-faire nouveaux, dont il les découvre. Et on va dire que l'un des fondateurs de cette démarche scientifique qui a permis d'asseoir ces premières expérimentations du début du XXe siècle, de l'apprendre par le faire, c'est un Suisse, hein, vraiment les Suisses sont partout, c'est Jean Piaget. C'est Jean Piaget qui a beaucoup travaillé notamment à Genève et qui est l'un des fondateurs de la psychologie du développement et notamment de la théorie du constructivisme qui est donc effectivement cette assise sur laquelle travaillait déjà sans le savoir par exemple Maria Montessori et sur laquelle aujourd'hui nous travaillons tous quand on développe des activités pédagogiques autour de la robotique. Et alors Jean Piaget, il a beaucoup développé la théorie du développement de l'enfant et évidemment il a aussi réfléchi aux implications possibles que ça pouvait avoir pour l'éducation. Et l'une des éléments qui ressortait naturellement de sa théorie, c'était que le rôle de l'école, le rôle de l'éducation, c'est pas simplement de transmettre aux enfants des savoirs tout faits, tout préparés, mais c'est de permettre aux enfants d'apprendre à apprendre, c'est de permettre aux enfants d'apprendre à devenir des créateurs en agissant, en expérimentant par eux-mêmes. Et alors Jean Piaget, il a eu un certain nombre d'élèves, de gens qui l'a inspiré, et parmi les plus célèbres, eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Seymour Papert, qui d'abord a travaillé sur, on va dire, l'étude fondamentale du développement de l'enfant avec Jean Piaget, et il a développé un petit peu le constructivisme, une variante qu'on appelle le constructionnisme, dans laquelle il a ajouté une petite dimension de dialogue et d'échange avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, pour s'épanouir pleinement, non seulement il faut qu'il agisse, qu'il expérimente par lui-même, mais aussi il est très important qu'il puisse partager ses expérimentations avec d'autres enfants et avec les adultes. Et c'est pour ça que, par exemple, lui aussi a effectivement réfléchi au contexte de l'éducation et, par exemple, a expliqué que le rôle de l'enseignant, c'est avant tout de créer les conditions pour l'invention. Alors, Seymour Papert, il s'intéressait effectivement à la compréhension fondamentale de l'intelligence et, d'une certaine manière, il a appliqué cette théorie de l'intelligence humaine comprend le monde en agissant, eh bien, à sa propre démarche scientifique. Il s'est dit, moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain et nous, les humains, pour comprendre, on a besoin de fabriquer. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, pour avancer, je vais moi-même essayer de fabriquer de l'intelligence en utilisant des machines, de fabriquer des machines intelligentes. Et en fait, Seymour Papert, avec un de ses très fameux collègues qui s'appelle Marvin Minsky, eh bien, ça fait partie du petit groupe des personnes qui ont fondé le domaine de l'intelligence artificielle, donc un domaine qui consiste à essayer de construire des machines intelligentes, des machines dotées de facultés entre guillemets d'intelligence, on ne savait pas tellement ce que c'était à cette époque-là, on ne sait pas toujours trop ce que c'est que l'intelligence, mais l'idée c'était qu'en construisant ces machines, peut-être on allait avancer un petit peu. Et alors, avec Marvin Minsky, eh bien effectivement, ils ont fait des choses assez extraordinaires. Là, c'est pareil, années 60, et on voit déjà, là c'est Marvin Minsky avec un bras robotique qui ressemble presque, on va dire pixel par pixel à un bras robotique d'aujourd'hui. Donc, on était déjà très en avance. Ils ont été parmi les premiers à inventer et à discuter les performances de ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels.
Et alors, au-delà de ce travail fondamental sur la compréhension d'abord chez Piaget de le développement de l'enfant humain, ici de la construction de machines pour comprendre l'humain, eh bien eux aussi sont revenus après à l'éducation, et cette fois-ci en utilisant leurs outils, en utilisant les robots. En fait, Marvin Minsky et Seymour Papert sont aussi, en plus d'être les pères de l'intelligence artificielle avec d'autres, eh bien ce sont aussi les pionniers de la robotique éducative. En fait, ils ont inventé deux choses, alors avec un certain nombre de collègues, hein, là on met en avant deux personnes, mais il y a plus de personnes qui ont participé, mais en particulier ils ont participé à l'invention d'abord d'un langage de programmation qui s'appelle le Logo. Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit à la fois accessible pour les plus petits, mais quand même assez puissant pour permettre à des adultes et même des scientifiques de faire des choses intéressantes, et qui fasse une sorte de micro-monde d'expérimentation permettant aux enfants non seulement de découvrir l'informatique, mais d'apprendre la pensée informatique, apprendre à construire une problématique, à expérimenter la démarche scientifique. Et à côté de ça, dès le début, les deux ont eu l'idée d'utiliser les robots. Alors les robots qu'au départ, eux, ils utilisaient dans le cadre de leur recherche en intelligence artificielle, mais qu'ils utilisaient aussi dans les classes, et ils ont donc inventé cette petite machine qui ressemble à une bulle et qu'ils ont appelée la tortue. Alors pour le clin d'œil, en fait, ça vient d'une partie de Alice au Pays des Merveilles, ce nom de tortue, pour ceux qui sont intéressés, on pourra discuter après. Et dès les années 69, ils ont fait leurs premières petites expérimentations dans des classes, vous voyez, avec des enfants. C'est vraiment des photos à l'ancienne où les enfants dans les classes, voilà, s'allongeaient, faisaient des petits programmes en Logo pour dessiner des choses. Et leurs expérimentations, elles ont porté leurs fruits parce qu'il y a eu quand même une belle dissémination, pas simplement aux États-Unis. Alors ils ont fait ça au MIT au début, mais dans le monde entier, y compris en France. Dans le début des années 80, leurs travaux ont amené d'une part à la création d'un certain nombre d'entreprises. Alors ça, c'est aux États-Unis. C'est l'entreprise Valiant qui, en fait, ça c'est probablement l'un des ancêtres du Timio. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce petit objet-là, et qui était vraiment quelque chose qu'on mettait sur une feuille, on programmait en Logo, et puis ça permettait de faire de la géométrie assez extraordinaire. Et puis ça, alors même si en noir et blanc, c'est une photo qui est plus récente. C'est une photo des écoles françaises des années 80. On avait la chance d'avoir quelque chose qui s'appelait le plan calcul. Et même dans les écoles les plus reculées, très souvent, on avait un ordinateur Thomson MO5 TO7 avec du Logo et connecté à un robot. Moi-même, quand j'étais à l'école primaire, j'ai fait de la robotique et du Logo. J'étais pourtant dans une école à la campagne, perdue au milieu de nulle part. Et on avait, au début des années 80, un robot et un ordinateur. On était en CM1, en CM2, et c'était assez extraordinaire. Bon, les aléas des programmes scolaires sont malheureusement passés par là, et donc il y a un certain nombre de temps qui sont passés. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous ai dit, ça va nous permettre de nous amener à l'équipe Flowers. Alors en fait, je vous disais, Marvin Minsky, Seymour Papert, eux-mêmes, ils ont eu un certain nombre d'élèves, de gens qu'ils ont inspirés. Alors Seymour Papert, parmi ses élèves, il y a Mitchell Resnick, qui, là du coup, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas son nom, mais tout le monde connaît ce qu'il a fait. C'est Scratch, c'est celui qui, au MIT, avec son équipe, a, entre guillemets, remis les idées de Logo au goût du jour, avec des technologies un petit peu plus modernes, avec des idées d'ergonomie un petit peu nouvelles, et c'est ça qui a amené au langage Scratch, et on en discutera certainement ces 2 jours. Et puis il y a un autre élève de Marvin Minsky qui s'appelle Luke Stills. Luke Stills, c'est un des pionniers de l'intelligence artificielle comportementale, c'est-à-dire en gros une intelligence artificielle qui consiste non pas à modéliser l'intelligence par des manipulations de symboles, mais par des connexions sensorimotrices de plus bas niveau. Et à la fois, il a été pionnier dans la modélisation de l'acquisition et de l'évolution des langues. Ici, on voit en fait une expérience qu'avec son équipe, il avait mise en œuvre, dans laquelle il s'intéressait à la question de comment une langue peut se former dans une communauté d'individus et évoluer, comment le français peut se former, comment le chinois peut se former, par exemple. Et en fait, ces travaux en robotique ont permis de révolutionner en grande partie la linguistique évolutionnaire. Et en fait, à côté de ça, ça l'a amené à réfléchir lui aussi à l'éducation et aux implications de ces recherches-là sur l'éducation. Il a développé des idées nouvelles sur l'apprentissage du langage. Ça, c'est un livre qu'il a écrit qui s'appelle The Future of Learning, qui rediscute les idées de Maria Montessori avec la perspective de ces nouvelles technologies. Et alors Luke Stills, eh bien, il se trouve que c'était mon directeur de thèse, donc moi je suis un étudiant de Luke Stills, et ce sont toutes ces idées-là qui ont en partie inspiré la création de l'équipe Flowers. Alors dans l'équipe Flowers, une petite particularité par rapport
aux travaux en robotique que je présentais, c'est que, alors, quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la lignée, c'est que l'idée, c'est qu'on fait de la robotique développementale. Et robotique développementale, ça veut dire qu'on va essayer de comprendre des aspects de l'intelligence de l'enfant en construisant des machines. Donc on est toujours dans cette méthode, cette approche, construire pour comprendre. Mais alors au lieu d'essayer de construire directement des machines intelligentes, comme essayer de le faire Minsky ou Pepper, des machines avec une intelligence adulte, par exemple, qui jouent aux échecs, eh bien en fait, en robotique développementale, on va s'intéresser au processus de développement lui-même, au processus de construction de l'intelligence. Donc finalement, on construit des machines pour essayer de comprendre comment se construit l'intelligence. Et donc, les choses auxquelles on va s'intéresser, c'est comprendre comment, par exemple, un enfant apprend à découvrir son corps, apprend à bouger, à marcher, apprend les premiers mots du langage, les premiers sons. Et comment est-ce que, au cours du temps, eh bien, un certain nombre d'étapes développementales vont se former. Donc, par exemple, quand c'est la locomotion, eh bien, un enfant, il apprend pas directement à marcher sur deux jambes, il apprend d'abord à tenir sa tête, à rouler sur lui-même, à se tenir assis, etc., etc. Donc, c'est ça vraiment les questions qui nous intéressent. Et donc le type de mécanisme plus précis qu'on regarde, c'est par exemple essayer de modéliser les mécanismes d'exploration spontanée, que Jean Piaget avait bien identifié comme étant fondamental dans la découverte du monde et qu'on peut dans le langage de tous les jours appeler la curiosité. Et donc on a fait un certain nombre de modèles dans lesquels des modèles informatiques qu'on teste sur des robots pour voir comment ça leur permet de découvrir le monde. Et alors, en fait, ces modèles-là, qui sont d'abord des choses assez fondamentales, nous ont amené plusieurs fois à justement revenir encore une fois vers l'éducation. Donc par exemple, un des projets dans lequel l'équipe travaille, c'est le projet KidLearn. Et en fait, ce projet est un projet qui, au premier abord, est très éloigné de la robotique parce qu'il s'agit de mettre au point des systèmes tutorés intelligents, des logiciels éducatifs sur des tablettes qu'on va faire utiliser dans les classes. Mais là où c'est très similaire et en fait directement lié à ce que je viens de dire, c'est que l'idée de ce projet, c'est d'avoir des logiciels qui vont personnaliser les séquences d'apprentissage à chaque élève, qui vont s'adapter aux particularités de chaque élève et qui vont stimuler leur curiosité. Et en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, c'est les modèles d'apprentissage dirigés par la curiosité qu'on développait avant pour le robot, on les a adaptés pour les mettre dans ces logiciels de telle manière qu'ils stimulent la curiosité des enfants. Et puis, enfin, et je vais passer la parole à Stéphane, on s'intéresse beaucoup dans ces travaux-là aussi au rôle du corps dans le développement moteur. C'est-à-dire que l'intelligence, ce n'est pas simplement quelque chose d'abstrait, des symboles qu'on manipule, c'est aussi une interaction entre un corps et son environnement. Et la forme du corps peut avoir beaucoup d'importance pour guider le développement moteur, par exemple. Et pour étudier ça, eh bien, on a conçu une plateforme qui est basée sur l'impression 3D, vous en entendrez parler tout à l'heure, et qui permet très facilement d'explorer des variantes de la morphologie. Et en fait, en construisant cette plateforme, qu'on a voulu aussi ouverte dès le départ, dans un premier temps pour permettre à nos collègues scientifiques de la reproduire, eh bien, on s'est aperçu que c'était une plateforme qui permettait aussi d'ouvrir des perspectives éducatives. Et pour celle-là, eh bien, je ne vais pas en dire plus pour laisser tout à l'heure une partie de l'équipe Flowers Poppy vous en parler. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu le cheminement, le rapport entre l'équipe Flowers, l'éducation et puis le fait que tout ça, ça s'inscrit dans un long processus qui date de plusieurs dizaines d'années. Bonjour, je m'appelle Stéphane Magnena. Alors là, je vais rapidement vous présenter le groupe Mobots de l'EPFL, qui est le groupe principal dans lequel le Timio a été développé. Actuellement, je ne travaille pas dans ce groupe, mais j'y travaillerai à partir de août en fait. Donc c'est un groupe autonome de le laboratoire de systèmes robotiques de l'EPFL. L'EPFL qui est à Lausanne, en Suisse romande. Donc ça c'est la Suisse, ça c'est la partie qui parle français, ça c'est le canton de Vaud et ça c'est Lausanne. Et il y a une jolie vue, une bibliothèque en forme de fromage, vous avez probablement entendu parler. Et ce groupe est dirigé par le professeur Francesco Mandada. Ce groupe existe depuis 2006. J'étais le premier doctorant, donc j'ai fait ma thèse là-bas, donc j'ai des fortes attaches avec ce groupe. Et en fait, originellement, le groupe était plutôt orienté autour de la robotique collective, notamment avec le projet européen Sormanoid. Et en fait, c'est lors de ce projet européen qu'on a développé les bases technologiques qui ont servi après à faire le Timio. Et en parallèle, Francesco a fait de la recherche sur les aspects éducatifs, interactifs, notamment avec l'école d'art de Lausanne, l'ECAL.
et la mise en commun de ça, mais je vous parlerai plus de ça dans la présentation Timio, ont amené le Timio. C'est un groupe d'une douzaine de personnes avec bien sûr un professeur, 3 doctorants actuellement, 2 postdocs, bientôt 3, 2 assistants scientifiques, 2 designers. Donc ça c'est une particularité intéressante. C'est un groupe qui s'ouvre vers les designs d'interaction, vers les aspects aussi plus d'enseignants. Donc il y a aussi, ces 2 assistants scientifiques sont surtout des gens qui travaillent, qui viennent de l'enseignement, qui travaillent avec des enseignants dans le cadre de la robotique éducative. Il y a 3 techniciens parce que construire des robots, ça demande des compétences techniques aussi. Et il faut pouvoir produire les robots. Il y a pas mal de travail à ce niveau-là. Et une personne qui s'occupe de l'administration. Est-ce que vous avez des questions sur le groupe Mobots? Donc malheureusement, le professeur Francesco Mondada ne pouvait pas être là aujourd'hui. Bonjour. Alors moi je me présente, je m'appelle Christophe Barrault, je suis le président de l'association Mopsia. Mopsia, actuellement, elle compte 4 employés. Donc c'est une association qui... Donc, je m'occupe de l'exécutif ici. Marisa, frère, qui est là, s'occupe de la communication. Et nous avons deux docteurs qui s'occupent plutôt des parties techniques. Fanny, qui est juste ici, qui a aussi fait sa thèse avec le Timio, donc pour le développement du Timio. Ces 2 personnes ont, notamment avec d'autres, co-développé le Timio depuis ses débuts. On a aussi des bénévoles dans cette association. Stéphane, qui est juste ici, qui est responsable plutôt du côté software et éducation aux sciences technologiques. Et le professeur Mondada, qui est notre, on va dire, notre coordinateur académique, qui se charge, on va dire, de la coordination avec les PFL et d'autres institutions. Notre philosophie, c'est de collaborer avec des institutions de recherche. C'est pour ça aussi qu'on est ici aujourd'hui. Merci d'ailleurs encore beaucoup pour cette invitation. Les produits qu'on essaye de proposer au public sont des produits qui résultent du travail d'une communauté. Donc c'est toujours open source. Et l'association a été fondée à la base avec des fonds publics, notamment la Loterie Romande qui a aidé à produire les premiers batchs de Timio. C'est pour ça qu'on a choisi cette forme-là, cette association. Donc on a créé une association à but non lucratif professionnelle. Pourquoi professionnelle? Parce qu'on s'est rendu compte après un certain temps qu'une association bénévole, ça devenait assez insuffisant en termes de ressources pour vraiment gérer ce projet qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Donc on a des employés à l'interne, mais ça reste une association, il reste une assemblée générale qui décide, on va dire, de tout ce qui est des grosses décisions, tout ce qui est salaire ou budget ou des choses comme ça. Et notre but, au final, c'est de proposer un concept éducatif novateur et complet qui se base sur la robotique. Donc c'est pas juste de proposer un robot, c'est de proposer tout un concept où on commence à développer des accessoires pour permettre aux gens d'utiliser ce robot à bon escient, pour qu'ils découvrent la robotique d'une façon vraiment complète. Et on a aussi beaucoup de travail aussi à l'EPFL avec des éducateurs, notamment Gordana Gerber qui a un background de didacticienne des maths et de la physique qui nous permet aussi de créer de nouveaux produits, notamment avec le projet Tool dont je vous parlerai cet après-midi, qui vont vraiment étoffer le Timio et lui donner une valeur pédagogique et scientifique plus importante. Je n'ai pas prévu beaucoup plus long que ça, donc je ne sais pas si vous avez des questions à propos de Mopsia. Je ne mords pas. Juste une petite remarque, association professionnelle en France, ça n'existe pas ce terme. Alors professionnel, c'est pas vraiment un terme légal, on va dire, c'est plutôt un terme, disons, pour vous donner une idée, c'est une association qui a aussi ce côté professionnel, donc qui permet, dans une association, on peut tout à fait avoir des salariés, ça c'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Il faut juste évidemment faire ça correctement et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Oui. Vous êtes autonome, financièrement, vous êtes toujours financé par les... Alors actuellement on est autonome, on a toujours quelques financements qui viennent de fonds publics pour des projets spontanés. Par exemple, on a la Loterie Romande qui nous a financé un projet pour produire des nouveaux robots et puis des kits pédagogiques qu'on va ensuite offrir à des centrales de prêt pour qu'elles soient prêtées gratuitement dans des écoles. Donc ça, on vise vraiment une autonomie financière. Mais après, c'est clair que des projets, on va dire, avec un impact un peu plus sociaux pourront voir le jour grâce à des fonds publics. Oui.
Quand tu parles de open source, tu parles aussi de open hardware. Tout à fait. Le robot... J'ai pas réussi à trouver. Je suis allé sur Terre. Les liens n'étaient pas disponibles. Alors, le site a été refait récemment, donc il y avait peut-être encore quelques liens morts. Si jamais vous en trouvez, vous me dites, il n'y a pas de problème. Mais normalement, si vous allez sur le nouveau site, vous allez dans la partie Timio, et puis spécification, là, il devrait y avoir en bas tout le design, donc autant l'électronique que le hardware de la coque ou des roues, le software, tout est open. Pardon ? Je n'ai pas le lien. Alors c'est possible, si vous trouvez des liens, volontiers. Il y a aussi sur le forum du site web une catégorie, si vous trouvez un problème avec le site web, étant donné que c'est un site qui est collaboratif, donc que tout le monde peut éditer, on a fait un gros ravalement de façade récemment, et c'est possible, c'est même très probable qu'il y ait encore des petits bugs par-ci par-là. Oui. Est-ce que il y a une dimension aujourd'hui internationale de cette association? Ouais, voilà, comment est-ce que c'est la répartition entre vos activités à l'intérieur de la Suisse et vos activités plus à l'international? Comment ça marche aujourd'hui et comment vous vous projetez pour le futur? Alors, au niveau des collaborations, on a déjà une activité internationale, notamment avec vous ici, avec le Weizmann Institute en Israël aussi, avec qui on a des collaborations intéressantes. En termes commercial, on a déjà vendu des robots. La France, d'ailleurs, c'est notre plus gros point, on va dire. Voilà. Vous êtes très important pour nous. Et à l'international, maintenant, on a des gens qui revendent des Timio en Australie, aux USA, en Turquie, en Italie, et puis bientôt au Canada, normalement. Et puis après, dans le développement, c'est clair qu'on vise plutôt un développement organique, donc on n'a pas étant donné qu'on est une association, on ne peut pas avoir des investisseurs comme aurait une boîte classique, donc on vise plutôt un développement organique. Donc c'est clair que si un jour on peut avoir, par exemple, un spot de Mopsia ici, ça serait bien, mais c'est pas dans les prochaines, en tout cas dans les 2 prochaines années.